Le micro et la plume, le balado, une présentation de l'Acadie Nouvelle et C'est quand héros. Bienvenue à ce nouveau balado, 5e édition, le micro et la plume. Michel Jacob en compagnie de François Gravel. Bonjour François. Bonjour Michel, un plaisir renouvelé de te retrouver, ainsi que nos auditeurs qui nous écoutent toujours en plus grand nombre. Il n'y a pas que le Parti libéral du Canada, Michel, qui a causé la surprise en remontant dans les sondages d'une façon spectaculaire. Le balado, le micro et la plume étonne aussi par sa popularité. Beaucoup de gens, il semble qu'on ont le goût qu'on leur parle de politique dans ce médium, un format peut-être un peu plus léger, un peu moins sérieux qu'un éditorial, par exemple dans l'Acadie Nouvelle ou une interview à la télévision, à la radio. Alors, merci à tous ceux et celles qui nous écoutent religieusement. Nous espérons que vous avez autant de plaisir à écouter ce balado que nous en avons eu à le préparer et le produire. Et c'est parti, tu as mis la table, il sera question de politique et d'élections fédérales. Allons-y, lançons-nous, on parle de la campagne. Nous n'avons pas eu à réfléchir très longtemps, Michel et moi, pour trouver un sujet de balado cette semaine. Et oui, nous sommes en campagne électorale. Il faut élire nos députés avec un gros nuage au-dessus de nous. Et je parle bien sûr de la menace de Donald Trump. C'est une campagne électorale pas comme les autres. Ça ne va pas se gagner, Michel, à coup de promesses de baisse d'impôts, de nouveaux programmes sociaux ou de construction de routes et de ponts. C'est une élection historique. Et je me disais, Michel, que ça nous ferait un bon sujet de balado. Allons-y. Premier arrêt, Atlantique. Est-ce que les partis politiques ont avantage à accorder, pourquoi pas plus d'importance que les dernières années à la région de l'Atlantique? La réponse est oui. S'il vous plaît, oui. Michel, la région de l'Atlantique ne compte que 32 circonscriptions. C'est pas énorme. C'est plus ou moins le nombre de sièges que l'on retrouve dans la ville de Toronto. Là. Pas le grand Toronto, là, les limites municipales. Oui. Mais sauf que ces 32 sièges-là en Atlantique sont sur un plus grand territoire, dans 4 provinces, avec des enjeux qui peuvent être très différents d'une région à l'autre. C'est pourquoi les chefs hésitent d'habitude à passer trop de temps en Atlantique. Ils ne peuvent pas faire une annonce à Halifax et espérer ensuite que ça résonne jusqu'à Puckbush ou jusqu'à Scoudouc. Alors, dans le contexte d'une élection serrée, où chaque siège compte, où quelques sièges peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite, ou entre un gouvernement majoritaire et minoritaire, les principaux partis ont quand même avantage à s'intéresser à ce qui se passe ici. D'autant plus, Michel, que le vote des électeurs n'est pas nécessairement coulé dans le béton. On se souvient tous du balayage libéral des 32 circonscriptions de l'Atlantique en 2015. Tu t'en souviens, Michel? Oui. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça s'était fait à l'étonnement général. Les plaques tectoniques ont bougé et pas rien qu'un peu en fin de campagne cette année-là. Alors que l'automne dernier, quand Justin Trudeau et son gouvernement étaient honnis par l'électorat, on sentait poindre à l'horizon la possibilité d'une vague bleue en Atlantique qui aurait englouti, non pas les 32 circonscriptions, mais une majorité d'entre elles. Bien sûr, tout a changé à la suite de l'élection de Donald Trump, de la démission de Justin Trudeau, de l'annonce de l'élimination de la taxe sur le carbone, et tout pourrait changer à nouveau d'ici la fin de la campagne électorale. Et là, on va essayer de mettre de côté la fameuse question de l'urne. On va voir un peu peut-être au Nouveau-Brunswick est-ce que ça peut aussi bouger au Nouveau-Brunswick, comme ça a peut-être bougé lors de la dernière élection? Encore une fois, la réponse est oui, Michel. Le Nouveau-Brunswick compte 10 circonscriptions fédérales. Au moment de la dissolution de la Chambre des communes, notre province comptait 6 députés libéraux et 4 conservateurs. Et dans le lot, il y a des châteaux forts imprenables, des circonscriptions qui sont à très forte tendance libérale ou conservatrice. Mais il y a aussi des sièges qui sont en jeu et qui peuvent basculer d'un bord comme de l'autre. Et c'est ça qui rend la chose particulièrement intéressante. Au Nouveau-Brunswick aussi, l'enjeu principal, c'est Donald Trump, là, avec ses tarifs, sa guerre commerciale, ses menaces d'annexion afin de faire du Canada le 51e État. Donc, ce qui se passe sur la scène nationale va avoir un impact sur les intentions de vote ici aussi parce que, dans le fond, Michel, les électeurs de notre province se posent la même question qu'ailleurs au Canada. Là. Qui est la bonne personne pour parler en notre nom, pour négocier, pour nous défendre contre le gouvernement américain hostile, qui vient d'ailleurs, dans les dernières heures, d'imposer des tarifs sur l'automobile. Et il y en aura d'autres. Alors, à travers tout ça, il y a aussi des enjeux locaux qui vont avoir aussi un impact sur le vote. Alors, j'appelle ça, moi, des enjeux sous-marins. À la surface de l'eau, tout est tranquille, tout va bien, mais on n'en parle pas dans les émissions spéciales, dans les conférences de presse, avec le libéral Mark Carney, le conservateur Pierre Poilievre, le néo-démocrate Jagmeet Singh et le bloquiste Yves-François Blanchet. Mais ces enjeux-là existent quand même sous l'eau, même si on ne les voit pas, et parfois, ils ont pour conséquence de résulter un résultat électoral
que personne n'a vu venir. Partons maintenant à la rencontre des circonscriptions à surveiller. Tu les as divisées en groupes, à commencer par celles que l'on pourrait qualifier, comme tu as dit tout à l'heure, de châteaux-forts. Et plus particulièrement les châteaux-forts libéraux. Je te disais plus tôt, Michel, que si Justin Trudeau était resté en poste, il y avait la possibilité qu'une vague bleue déferle sur les provinces de l'Atlantique. C'était parti, là. Mais je connais au moins 2 circonscriptions qui auraient quand même résisté, selon toute vraisemblance, au raz-de-marée. Je parle bien sûr de Beauséjour et d'Acadie Bathurst. Oui, tout est possible. Des surprises peuvent survenir, mais si Pierre Poilievre ou Jack Mincing réussissent à faire élire un député conservateur ou néo-démocrate dans une de ces 2 circonscriptions, je pense, Michel, que ça va justifier qu'on enregistre en catastrophe le soir même une édition spéciale d'urgence de notre balado, le micro et la plume. Je te rassure, je pense que tu vas pouvoir rester au lit ce soir-là. Ça n'arrivera pas. Les députés libéraux, Serge Cormier et Dominique Leblanc, pourraient faire campagne à partir de leur salon et je pense que leur chance de gagner resterait très bonne. Aucun problème. L'ADN de ces circonscriptions est déjà bien ancré. Exactement. On va quand même surveiller dans les prochaines semaines Dominique Leblanc. Pas dans Beauséjour, on le sait qu'il va l'emporter, mais pour voir de quelle façon il peut aider le chef libéral Mark Carney. M. Carney est bien connu, respecté dans les cercles financiers, à Bay Street, son curriculum vitae impressionne, mais il n'est pas autant dans son élément, disons, sur le bord d'un quai à Chédiac ou à Bas-Caraquet. Il est bon pour parler d'économie, de relations commerciales avec les États-Unis, mais de travail saisonnier, d'assurance-emploi, de quotas de pêche, peut-être pas autant. Là. Et d'où l'importance pour M. Carney de montrer qu'il a une équipe forte autour de lui, de lui permettre de dire « Regardez, je suis accompagné de Dominique Leblanc aujourd'hui », alors qu'à l'inverse, on ne sait pas c'est qui le Dominique Leblanc de Pierre Poilievre en Atlantique ou même sur la scène nationale. Alors, M. Carney n'est pas aussi bon que M. Poilievre en campagne. Il doit donc mettre de l'avant ses forces et parmi celles-ci, il y a Dominique Leblanc. Et ce qui se passe en parallèle aussi, pour une rare fois dans une élection fédérale, c'est qu'il va falloir parler de politique en même temps. Il y a des choses qui se passent. Tu as parlé des tarifs au niveau de l'automobile, ce qui se passe avec nos voisins américains. Donc, il y aura la campagne électorale, mais il y aura aussi la gestion du pays par l'équipe de Mark Carney jusqu'à la fin de l'élection. Et on le voit dans les derniers jours, quand que M. Carney a mis en catastrophe son chapeau de premier ministre. Soudainement, il n'était plus un chef de parti libéral en campagne, il était le premier ministre qui doit répondre au nom du Canada aux derniers droits de douane imposés par le président Donald Trump. Retour au Nouveau-Brunswick. Maintenant, qu'en est-il des 2 autres circonscriptions à forte proportion francophone? Il s'agit de Moncton-Dieppe et Madawaska-Restigouche. 2 circonscriptions où les libéraux partent favoris, d'autant plus, Michel, que le redécoupage de la carte électorale risque de les favoriser. Moncton-Riverview-Dieppe est devenu Moncton-Dieppe. Riverview a changé de circonscription. Moncton-Dieppe compte désormais une plus grande proportion d'électeurs acadiens, ce qui a tendance, de façon générale, à favoriser le Parti libéral. La circonscription est aussi représentée par une ministre, et ça compte. Ginette Petitpas-Taylor n'est pas la voix la plus influente au cabinet, mais elle a été nommée par Justin Trudeau. Elle a été nommée ministre aussi par Mark Carney. Elle a des qualités qui sont appréciées, je dirais, autant dans Moncton-Dieppe que clairement à Ottawa, sinon elle n'aurait pas été encore une fois nommée ministre. Et dans Madawaska-Restigouche, là aussi, la carte électorale a bougé. Là aussi, ça pourrait potentiellement avantager le Parti libéral. La région entourant la ville de Grand-Sault, avec Drummond et Saint-André, était auparavant dans Tobic-Mactaquac. Et historiquement, les gens de Grand-Sault votaient souvent pour le candidat libéral, mais se retrouvaient quand même avec un député conservateur du sud de la circonscription, là, dans le coin de Woodstock. Alors, cette fois-ci, ils sont maintenant dans Madawaska-Restigouche. Et par contre, le député libéral sortant, René Arsenault, ne sera pas candidat. Alors, on verra bien si les conservateurs réussiront à profiter pleinement de cette ouverture qui s'ouvre à eux. Maintenant, la circonscription où la lutte s'annonce un peu plus serrée, on peut s'attendre à quoi, d'après toi, dans Miramichi-Grand Lake? Oui, une lutte qui s'annonce en fait potentiellement bien plus serrée que prévu. Le député sortant s'appelle Jake Stewart, mais il n'est pas candidat à sa réélection et on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Là. Il s'est passé de drôles de choses. Yep. Son bureau de circonscription a été fermé pendant des semaines sans avertissement pour des raisons de sécurité, mais on n'a jamais su quelle était la nature de la menace, si même elle existe. La GRC n'a pas voulu commenter là-dessus.
Il y a eu aussi un conflit entre M. Stewart et d'anciens employés de son bureau, y compris des attaques publiques dans les médias sociaux. On disait qu'il y avait une ambiance toxique et malsaine dans le bureau. Puis M. Stewart a ensuite causé la surprise. Il était considéré vraiment dans l'orbite de Pierre Poilievre, lui, et soudainement, il a mis fin à sa carrière politique. Les conservateurs ont un remplaçant, il s'appelle Mike Dawson, élu pour la première fois député progressiste conservateur sous Blaine Higgs. Il a quand même critiqué son ancienne formation politique en disant qu'elle était trop à droite, qu'il fallait mettre fin aux politiques de division. Alors maintenant, il tente le saut en politique fédérale et pour lui faire face, Lisa Harris, ancienne députée provinciale. Mme Harris avait été candidate au fédéral contre Jake Stewart en 2021. Elle avait perdu, mais le résultat avait quand même été très serré, si bien qu'elle tente à nouveau sa chance, cette fois dans l'équipe de Mark Carney, sans le boulet Justin Trudeau dans cette région-là. Ça pourrait être une lutte très intéressante à suivre et je serais bien incapable de te faire une prédiction aujourd'hui. Si on a vu beaucoup de changements lors de l'élection provinciale, la dernière au Nouveau-Brunswick, dans la région de Saint-Jean, à quoi on peut s'attendre avec l'élection fédérale? Oui, la circonscription de Saint-Jean, Kennebec-Assis en particulier, va être à surveiller, et autant du côté des libéraux que des conservateurs. Chez les libéraux, le député Wayne Long est de retour. De retour, même s'il n'est jamais parti, Michel. Monsieur Long, c'est un politicien un peu spécial, un électron libre, souvent en porte-à-faux là, avec son chef Justin Trudeau. Il avait annoncé qu'il ne serait plus candidat, que c'en était terminé pour lui de la politique fédérale, mais après avoir rencontré le nouveau chef Carney, après une bonne discussion, il a annoncé qu'il avait changé d'idée, qu'il était prêt à reprendre le collier, et ce même si le redécoupage de la carte électorale pourrait le désavantager. Il fait face maintenant à la conservatrice Melissa Young, et le ciel bleu est très ennuagé chez les conservateurs dans cette région-là. La nomination de Mme Young a été controversée parce que sa candidature a été téléguidée par le bureau de Pierre Poilievre. Il y avait déjà une course à l'investiture qui mettait aux prises 4 candidats, y compris une personnalité bien connue dans la région, Lisa Keenan, qui préparait sa campagne à l'investiture depuis plus d'1 an. Alors, de voir l'équipe Poilievre arriver avec ses gros sabots, imposer sa candidate, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. La présidente de l'association de circonscription a claqué la porte, Michel, donc ça brasse dans une circonscription où chaque vote compte. Pourtant, le chef a beau avoir sous la main ce qu'il considère être sa meilleure candidature. S'il se met à dos de l'équipe sur le terrain, qui fait le porte-à-porte, qui fait les téléphones, qui plante les pancartes, eh bien, il se tire dans le pied. C'est un peu ce que les conservateurs ont fait dans ce cas-ci. Et il reste à voir maintenant l'impact que ça va avoir sur le vote. Et ça, personne ne peut le prédire. Vous écoutez Le Micro et la Plume, le balado. On continue, élection fédérale. Nouveau-Brunswick, François, tu t'intéresses aussi à la lutte dans la circonscription de Fredericton-Oromocto. Fredericton-Oromocto, c'est une circonscription de tendance conservatrice, mais qui nous réserve souvent des surprises. Souviens-toi de Jenica Atwin, devenue en 2019 la première députée du Parti vert, élue au fédéral à l'extérieur de la Colombie-Britannique. Elle est ensuite devenue transfuge libérale et a réussi à se faire réélire, mais de justesse la dernière fois. Cette fois-ci, elle n'est plus candidate. Après des années à subir du harcèlement, en particulier dans les médias sociaux, elle a décidé qu'elle en avait assez. Il y avait 3 candidats libéraux à l'investiture dans Fredericton et l'un d'entre eux a obtenu un appui que je qualifierais d'étonnant, Michel. L'appui de la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. Il s'agit du musicien David Miles. Et Mme Holt explique le connaître depuis toujours. Sa famille est très proche de la sienne. Leurs enfants ont le même âge. Bref, elle lui a donné ce qu'elle qualifie d'un appui personnel et non pas un appui politique ou organisationnel de la première ministre. Mais, détail encore plus intéressant, Mme Holt a appuyé M. Miles et non pas une autre candidate, Tyler Randall, qui est pourtant l'épouse de l'un de ses ministres, le ministre du Développement économique, Luke Randall. Mais Mme Holt a misé sur le bon cheval, étant donné que la campagne électorale a déjà débuté et que le temps presse, le Parti libéral a décidé de nommer M. Miles candidat plutôt que de laisser les militants choisir. Et pendant ce temps-là, les conservateurs, eux, ont déjà leur candidat depuis longtemps. Il s'appelle Brian McDonald. Il est le candidat depuis plus d'1 an déjà, et ce qui, selon moi, va lui donner l'avantage, à tout le moins sur la ligne de départ. Allons-y, d'autres luttes à surveiller, François, peut-être ailleurs, au Nouveau-Brunswick et même dans d'autres provinces en Atlantique? Les libéraux partent avec une longueur d'avance en Atlantique. À la dissolution de la Chambre, ils comptaient déjà 23 députés contre 8 pour les conservateurs. Il y a des sièges qui vont passer d'une couleur à l'autre, bien sûr, mais les libéraux sont avantagés quand même pour maintenir en partie leurs acquis, peut-être même les augmenter. L'allure de la campagne nationale va en fait dicter en partie la façon dont vont se dérouler plusieurs courses dans les différents comtés.
monter. On le sait, Michel, beaucoup d'électeurs se laissent influencer par les sondages. Si on se dirige vers un gouvernement libéral fort, peut-être même majoritaire, il y a des sièges conservateurs qui vont se perdre en Atlantique. Mais si, au contraire, la campagne de Mark Carney s'effondre, à la suite, par exemple, des débats des chefs, on verra peut-être des sièges qui semblaient acquis aux libéraux se retrouver dans la mire des conservateurs. Et à travers tout ça, il y a les tiers partis qui vont essayer de se faire une petite place. Je ne veux pas être prophète de malheur, Michel. Les campagnes électorales comptent. Si elles ne servaient à rien, on n'en ferait pas. Mais dans une campagne où la question de l'urne se résume à un prénom, Donald, et un nom de famille, Trump, je ne vois pas comment les tiers partis vont réussir une percée. On pourrait d'ailleurs en parler un peu avec le NPD, le Parti vert, un petit peu à l'échelle nationale. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi, comme peut-être Mme Holt le fait avec la nomination de David Miles, à titre très personnel, mais d'ajouter un petit grain de sel dans la campagne politique? La réponse courte est non. Et la réponse un peu plus longue, c'est que tant Susan Holt que les autres premiers ministres des provinces de l'Est, d'ailleurs, ont pour la plupart peu intérêt à appuyer un chef en particulier. Susan Holt, pour commencer avec elle, au Nouveau-Brunswick, a fait de grands efforts pour se distancer des libéraux de Justin Trudeau. Là. Oui, de Justin Trudeau. Tu l'as dit, excuse-moi de te couper, mais de Justin Trudeau. Est-ce que ça sera différent avec Carney? Bien, ça m'étonnerait énormément. Mark Carney, évidemment, n'est pas le boulet qui était M. Trudeau, mais les liens entre le Parti libéral provincial et le Parti libéral fédéral, les libéraux provinciaux essayent quand même de ne pas trop insister là-dessus. On l'a vu d'ailleurs avec le dépôt du budget, un budget provincial lourdement déficitaire, qui rappelle les méga déficits sous l'ère Trudeau, justement. Alors, j'imagine mal ensuite Mme Holt faire campagne avec Mark Carney, un à côté de l'autre, qualifier Pierre Poilievre dans un rallye de Donald Trump canadien. Dans les autres provinces aussi, on a des situations particulières. À Terre-Neuve, le premier ministre libéral Andrew Furey a annoncé sa démission. Il reste en poste jusqu'à ce qu'un successeur soit élu, mais ça ne le met pas vraiment dans une position pour appuyer un parti plutôt qu'un autre au fédéral. À l'île du Prince-Édouard aussi, le premier ministre Dennis King, un conservateur, a démissionné. Il a été remplacé sur une base intérimaire. Et en Nouvelle-Écosse, là, on a un premier ministre conservateur, Tim Houston, qui est bien en poste, qui vient d'être réélu, mais lui a présenté une liste de demandes, une liste d'épiceries, si on veut, de son gouvernement pour tous les partis aspirant à gouverner le Canada. Donc, pas un appui pour un parti plutôt qu'un autre. Donc, on peut comprendre qu'en Atlantique, on ne fera peut-être pas ce que M. Doug Ford peut se permettre de faire, se faire photographier avec Mark Carney et donner légitimement l'appui et dire qu'il fait aussi partie de l'équipe Carney. Tout est possible, Michel. Aucun de ces premiers ministres-là a déclaré « je ne veux pas être vu en compagnie d'un chef ou de l'autre », mais en communion, comme l'était Blaine Higgs avec Pierre Poilievre, par exemple, au point d'assister ensemble à des soupers de financement, à assister au rallye de l'un ou de l'autre, je n'y crois pas. Si la question de l'urne, on peut voir peut-être la tendance. Tu nous as parlé des tiers partis. Peut-être si on pourrait développer un peu, est-ce qu'il va leur rester des miettes à ces partis? Il faut trouver une place au soleil aussi pour le NPD et le Parti vert. Tu me connais, Michel, je n'aime pas être prophète de malheur. Du tout. J'aime être optimiste dans la vie, mais ça regarde mal. Ça regarde très mal pour le nouveau Parti démocratique, pour le Parti vert. Ça s'annonce très difficile. Une campagne électorale comme celle que nous vivons, où la question de l'urne consiste à déterminer qui est la meilleure personne pour diriger le Canada, pour le défendre contre l'hostilité de Donald Trump, des États-Unis. Pour un tiers parti, c'est un scénario catastrophique. Là. Je vois le pauvre Jagmeet Singh, le chef du NPD, promettre de construire 100 000 nouveaux logements. Et l'électorat hausse les épaules, parce qu'on sait qu'il ne gagnera pas d'élection. On le sait qu'il ne sera pas en position de livrer quelques promesses que ce soit. Et c'est injuste. Le NPD a travaillé très fort avec le Parti libéral pour livrer la marchandise, y compris de nouveaux programmes sociaux. Mais la menace Trump a pour effet que beaucoup d'électeurs abandonnent les tiers partis au profit des conservateurs et des libéraux. Et je ne vois pas, cette tendance-là se modifier dans les prochaines semaines. Donc, ça veut dire que Maxime Bernier n'aura pas de siège au fédéral cette année. Eh bien, il a des candidats au Nouveau-Brunswick, je te le confirme. Je ne sens pas qu'ils sont favoris pour remporter quoi que ce soit. La question à l'éditorialiste. C'est le moment tant attendu, Michel. Encore une fois, j'enfonce le chapeau d'éditorialiste sur ma tête. Je ne recule devant aucun sujet et je me prononce sur un sujet d'actualité dans les balados précédents. Souvenez-vous, je m'étais prononcé sur le nom de l'Université de Moncton.
Est-ce que je me suis prononcé aussi à savoir, est-ce que Mark Carney peut avoir le dessus sur Pierre Poilievre dans une campagne électorale? Alors, le moment tant attendu est arrivé, Michel. Je t'écoute. Nos auditeurs t'écoutent. Pose la question à l'éditorialiste. François, que doit faire Pierre Poilievre pour réussir une percée conservatrice au Nouveau-Brunswick et dans les provinces de l'Atlantique? Il doit faire, Michel, quelque chose qui est extrêmement difficile pour lui, je dirais même contre nature. Il doit adoucir son image. Le principal problème de Pierre Poilievre, c'est qu'il ne fait pas seulement peur aux libéraux, aux néo-démocrates et aux Verts, il fait peur aussi, jusqu'à un certain point, aux progressistes conservateurs. Et les progressistes conservateurs de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, de la plupart des régions du Nouveau-Brunswick, ils ont peu en commun avec les conservateurs évangéliques de l'Ouest canadien, à la Danielle Smith, par exemple, en Alberta, et sur laquelle Pierre Poilievre s'appuie tellement. Alors, pendant longtemps, tout ça n'avait aucune importance. Les électeurs en avaient tellement marre de Justin Trudeau que Pierre Poilievre pouvait venir ici, organiser un rallye axe de taxe, éliminer la taxe carbone, et la salle se remplissait un claquement de doigts. Mais là, Justin Trudeau n'est plus là. La taxe carbone est sur le point de disparaître, ce qui fait que soudainement, Pierre Poilievre doit se réinventer. Et il essaie de le faire jusqu'à un certain point. Les images de lui avec sa famille que l'on voit depuis le début de la campagne, les images avec des travailleurs derrière lui plutôt qu'être tout seul sur son lutrin avec tous les projecteurs tournés vers une seule personne, comme c'était le cas normalement. Donc, il y a un effort qui est fait, mais je pense qu'il doit aller encore plus loin dans sa transformation, en Atlantique en tout cas, parce qu'il y a trop de gens qui le trouvent trop à droite sur l'échiquier politique, comme Danielle Smith en Alberta, comme, ce que j'ose dire, comme Donald Trump. Alors, on l'a vu dans les dernières élections provinciales au Nouveau-Brunswick, le gouvernement de Blaine Higgs a été sanctionné par les électeurs, en partie parce qu'il était trop proche de la droite évangélique de l'Ouest. Je ne sais pas si Pierre Poilievre a retenu les leçons de la chute de Blaine Higgs, mais s'il ne les a pas retenues, il pourrait vivre une grande déception, lui aussi, le 28 avril. François, merci de ta présence. Merci de nous éclairer avec tes analyses. Prochain rendez-vous dans un mois. Merci Michel, c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Merci de m'accompagner dans ce balado du micro et de la plume. J'invite nos auditeurs à vous abonner à la page YouTube de l'Acadie Nouvelle. Vous y trouverez l'ensemble de nos balados. N'hésitez pas à écrire des commentaires sur notre page YouTube, à suggérer des idées de sujets à aborder, des questions à l'éditorialiste par exemple, ou même à nous interroger sur différents sujets d'actualité. Michel et moi pourrons y répondre dans un prochain balado. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine. Et pour Radio Péninsule CKRO, c'est via le site Internet, Spotify, Balado, le micro et la plume.